Donc, je vous dis officiellement bonjour, surtout sur Zoom aujourd'hui. Et je vous signale au début que notre rencontre est enregistrée. Je m'appelle Alice Jaworska et je suis chercheur au Centre de civilisation française d'études francophones de l'Université de Varsovie, qui est un centre de recherche francophone en sciences humaines et sociales. Le directeur du centre, M. Nicolas Maslovski, est malheureusement en déplacement aujourd'hui. Donc, c'est moi qui ai le plaisir d'ouvrir cette séance de notre séminaire de recherche qui a pour sujet ce semestre les dynamiques de circulation des hommes et des idées. Dans ce cadre, nous aborderons aujourd'hui un exemple médiéval. Nous accueillons à la bibliothèque en présentiel un ami du centre, monsieur le professeur Maciej Abramovich, philologue roman de formation, lié pendant des années avec l'université Marie Curie Skłodowska et avec l'université catholique de Lublin. Et maintenant, vous êtes professeur et vice-doyen délégué à la recherche de la faculté Artes Liberales de l'Université de Varsovie, une unité interdisciplinaire. Si vos champs de recherche comprennent la littérature française, notamment médiévale, l'anthropologie culturelle, l'histoire de la culture et de la littérature francophone, ainsi que l'ethno-linguistique. Après la communication, j'invite tous à participer au débat. Les participants sur Zoom peuvent aussi inscrire leurs questions sur le chat. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et sans tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Alicia, de m'avoir rappelé toutes mes spécialités. Je ne savais pas que j'en avais autant. De toute façon, tout d'abord, je suis très honoré de pouvoir faire partie de ce séminaire, mais aussi je suis un tout petit peu gêné puisque l'intitulé du séminaire, Dynamique de circulation des hommes et des idées, contient un présupposé, à savoir celui de la solidarité des deux dynamiques. La circulation des hommes entraîne la circulation des idées et mon propos est d'indiquer que cette solidarité n'est pas automatique. Bien sûr, je me servirai d'un exemple relevant d'une époque éloignée du Moyen-Âge, mais il est toujours instructif de se rapporter au Moyen-Âge qui a posé les balises enfin, des cultures européennes et non seulement européennes d'aujourd'hui. Or, évidemment, malgré l'idée assez répandue que la société médiévale est une société relativement fixe, qui bouge peu, il faut reconnaître que certains groupes sociaux, en fait, groupes sociaux, c'est peut-être trop dit, mais certains groupes d'individus se déplacent et parfois se déplacent à des distances considérables. Si l'on prend l'exemple des pèlerins qui vont vers des sanctuaires parfois éloignés, la Terre Sainte, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, ou bien entendu, quand il s'agit des saints voyages outre-mer, à savoir les croisades. Alors, évidemment, il y a tout lieu de croire que ces déplacements qui entraînent des confrontations avec d'autres réalités contribuent à modifier la manière de voir le monde, modifier les idées reçues avec lesquelles les voyageurs sont partis de l'Occident. En réalité, aussi bien les pèlerins que les croisés s'avèrent imperméables au changement de contexte géographique, de contexte social et culturel.
et à vrai dire, enfin aussi bien pendant leur voyage qu'au moment de leur retour en Europe. La question se pose de savoir d'où vient ce silence ou cette réticence à l'égard de nouveautés, malgré les déplacements parfois aussi lointains. Je propose de me servir d'un exemple, de l'exemple d'une chronique, l'histoire de l'empereur Henri de Constantinople, qui a un autre nom de ce seigneur, c'est Henri de Flandre. La chronique qui avait été écrite en 1209 par Henri de Valenciennes, et c'est une chronique qui relate, à vrai dire, deux campagnes militaires. La première, c'est les luttes avec Boril, neveu du tsar des Bulgares. Les ennemis des Latins, ce sont les Vlachs et les Cumans. Traités, enfin, malgré les différences entre les deux peuplades, Cumans étant, Vlachs étant chrétiens et qui ont été païens, on les traite de la même manière, la chronique les traite de la même manière comme des peuplades païennes. Et la deuxième campagne, c'est c'est un épisode de la guerre civile qui se déroulait en Empire de l'Orient. C'est justement la lutte roi de l'empereur Henri contre les Lombards, chevaliers italiens qui refusaient de se soumettre à l'empereur. Pourquoi la chronique? Tout d'abord, la chronique est un genre de discours censé relater ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est réellement produit. Elle se rapporte donc aux événements et aux personnages historiques. Elle est donc censée véhiculer la vérité des faits. De surcroît, en ce qui concerne notre chronique, et conformément aux usages des récits de l'époque, elle actualise tout un dispositif véridictoire, ça veut dire enfin qui souligne que ce qui est raconté est vrai, et ce dispositif est situé pratiquement à tous les niveaux du texte. Alors évidemment, à partir de la sélection des éléments relatés, à travers des commentaires du narrateur jusqu'au niveau le plus élémentaire de l'énonciation. Alors évidemment, ces procédés installent l'effet de vérité discursive qui renforce encore davantage la vérité référentielle, la vérité qui est celle des faits, des événements, des personnages, etc. Une autre question qui se pose, pourquoi cette chronique et pas une autre? Évidemment, le choix est un petit peu arbitraire. Toutefois, contrairement à la pratique courante des chroniques médiévales qui replacent, surtout je pense aux chroniques latines, qui cherchent à replacer les événements qui constituent le contenu de la chronique dans l'histoire globale qui commence par la création du monde ou au moins par le péché des premiers parents, celle de Henri de Valenciennes, donc celle que je vous présente, elle embrasse un laps de temps limité, à peine plus d'une année. Or, de plus, la chronique, donc les événements ont eu lieu en 1208 et la chronique a été rédigée une année après, donc elle est presque contemporaine aux événements. Ce qui augmente encore davantage la vérité de ce qui est, enfin le soupçon de la vérité de ce qui est raconté.
il faut noter pourtant une particularité que cette chronique partage avec d'autres chroniques de l'époque, et non seulement de l'époque, puisque ça va aller assez loin. Toute chronique médiévale possède une finalité didactique. Donc, on ne raconte pas les événements pour les raconter, pour que le public prenne la connaissance enfin, de ce qui s'est passé, mais il y a là une finalité didactique qui oriente l'attention du récepteur et cette idée didactique, enfin cette finalité didactique, sous-tend la relation. Évidemment, elle détermine, donc justement, nous sommes un tout petit peu en train de nous déplacer de l'événementiel vers les idées. Donc, quand même, je reste un petit peu presque dans le cadre du séminaire. Or, bien entendu, cette vérité déclarée à maintes reprises fait partie de procédés discursifs et enfin, pour que cette fonction didactique soit accomplie, soit réalisée, il y a une condition qui se pose, à savoir celle de la figurativité. L'enseignement est efficace lorsqu'il s'appuie sur des personnages précis, enfin sur des modèles qu'on peut aisément identifier et qu'on peut, enfin, c'est au moins l'idée qui sous-tend tout ouvrage didactique, qu'on peut imiter. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, ce sont les épisodes guerriers, les affrontements avec les Vlachs et les Cumans, et les Lombards après, qui constituent le fil conducteur de la chronique. Mais en réalité, ces épisodes guerriers, enfin ces batailles enfin, qui s'enchaînent, ne constituent qu'une toile de fond pour la représentation de l'empereur Henri de Flandre, qui est acteur privilégié, sinon unique, de l'œuvre. Évidemment, comme l'attention se concentre sur le personnage et comme la fonction didactique est là, le personnage de Henri subit une idéalisation puissante et systématique. Tout d'abord, le poids du personnage se manifeste, de là quelques banalités, se manifeste avant tout sur le plan quantitatif. L'empereur occupe le devant de la scène. D'abord, nous savons bien que les chroniques médiévales en particulier, sont assez avares en ce qui concerne les descriptions, il n'y en a pas beaucoup. Notre chronique contient 2 descriptions physiques des personnages, et c'est justement le personnage de Henri. L'histoire des combats qui, comme je l'ai dit, enfin le sujet principal de la chronique, se réduit souvent à la description ou aux mentions des exploits guerriers et stratégiques de notre empereur. Les représentations des mouvements incessants de l'armée se limitent à celles des chevauchées et des déplacements de l'empereur lui-même, qui, par suite de cette mise en avant, devient une sorte de métonymie de toute son armée. Évidemment, quelles sont les qualités mises en avant par le texte de la chronique de Henri de Valenciennes? Avant tout, Henri est un parfait chevalier. Et il se distingue par tout un ensemble de qualités militaires, chevaleresques, guerrières. D'abord, le courage.
non seulement il ne fuit pas la bataille lorsqu'elle est envisageable, mais surtout il se réjouit à l'idée d'un affrontement avec l'ennemi. Enfin, il est très heureux puisqu'il pourra se battre tout bientôt. Il manifeste également un savoir-faire militaire exemplaire. À lui seul, il arrive à sauver un de ses hommes, Léonard de Helm, qui est encerclé lors d'une bataille, d'un affrontement par les ennemis. Suite à son élan excessif, il faillit être tué ou bien se faire prisonnier. Mais justement, c'est l'empereur en personne qui arrive seul et finit par libérer, enfin par sauver Léonard en danger. Mais évidemment, les qualités chevaleresques sont importantes. Pourtant, les qualités sur lesquelles le texte insiste particulièrement, ce sont des qualités du modèle de chef militaire. Non seulement il se bat, mais aussi il fait preuve de ses qualités de stratège qui assurent la sécurité à son armée en pleine campagne. Afin de mettre en relief sa fonction de commandant, il est mentionné, enfin il est cité dans un contexte extrêmement enoblissant, à savoir, la chronique fait un rapprochement entre lui et les grands chefs militaires, les grands empereurs de l'Antiquité, Alexandre le Grand, Pompée, Jules César. Notre Henri se situe exactement au même niveau. Henri de Flandre est aussi un chrétien exemplaire. Évidemment, nous sommes dans le contexte de l'Empire chrétien de l'Orient, mais Henri est exceptionnel de ce point de vue, puisque ces harangues adressées à des hommes prennent la forme des sermons, et l'empereur est présenté comme un prêtre, comme un ecclésiastique. Ce qui plus est, au moment de la marche, un exemple très significatif, au moment de la marche de l'armée impériale et au moment où cette armée risquait d'être arrêtée dans sa marche par la rivière Maritsa qui formait un barrage naturel, cette rivière arrive à geler complètement pendant une nuit et les chevaliers de l'armée de Henri peut continuer sa marche. Évidemment, un tel phénomène météorologique est interprété par les Grecs, donc les alliés de Latin et de Henri, comme miracle fait par Dieu en faveur de Henri. Donc, enfin, les relations privilégiées avec Dieu sont ici exprimées de manière explicite. Évidemment, les qualités du chevalier de chef militaire rentrent dans un modèle plus ample celui du monarque féodal, du roi, du seigneur. Évidemment, les qualités faisant partie de ce modèle du roi ne sont pas rares dans la chronique. Justement, j'ai dit tout à l'heure que la chronique contient deux descriptions physiques de l'empereur, mais enfin surtout de son costume. Or, en ce qui concerne ce costume, il est décrit seulement ces détails de son costume qui témoignent de sa grandeur de l'empereur, qui sont des signes extérieurs de sa fonction impériale. D'autres caractéristiques complètent cette représentation de Henri en tant que seigneur du plus haut rang. Alors, avant tout, il respecte scrupuleusement les règles du régime féodal.
Malgré son enthousiasme pour les affrontements militaires, son souci principal est la recherche de l'harmonie et le maintien de la paix. Ici, il faut faire tout de même une différence, puisque lorsqu'il se bat avec les païens, enfin les sarrasins, comme dit le texte, il n'est pas question de faire la paix. Mais au moment où l'ennemi change et que ce sont les Lombards, donc les chevaliers chrétiens venus d'Italie, qui s'opposent au roi Henri, à l'empereur Henri, il cherche à maintenir la paix, je ne dirais pas coûte que coûte, mais quand même de manière assez puissante. Donc, tout le temps, cette campagne militaire est ponctuée des tentatives de résoudre le conflit de manière pacifique. Donc, une qualité absolument primordiale du roi féodal. Aussi, au moment de prendre des décisions importantes, il convoque, tel Charlemagne, ses vassaux et il écoute attentivement son conseil. Aussi, il manifeste sa générosité, aussi une autre qualité indispensable du roi médiéval, du seigneur médiéval, du seigneur féodal, c'est la générosité à l'égard de ses amis. Donc, enfin, il distribue des richesses sans compter. Le meilleur exemple est que au moment de terminer le conflit avec les Sarrasins, les Vlachs, les Cumans, il arrive à se mettre d'accord avec Slave, donc le fils du tsar Boril, et il conclut un mariage de sa fille et de ce Slave qui deviendrait bientôt son gendre, et en guise, disons, de son respect ou de sa sympathie pour son futur gendre, il lui offre son cheval préféré. Pas n'importe quelle monture, mais son cheval préféré, ce qui dit long sur sa générosité. Autre chose, le souci de ces hommes inspire l'admiration du public. En tant que combattant, il part à la rescousse d'un simple chevalier de son armée. Je viens de citer cet exemple, donc j'en passe. Mais, par exemple, lorsqu'il négocie avec Hubert de Biandrade, donc enfin le chef des Lombards, ce Hubert de Biandrade disons, maîtrise la ville de Salonique et il interdit l'entrée de l'empereur à Salonique. Et l'empereur avance l'argument que ces chevaliers souffrent de cette interdiction beaucoup plus que lui-même. Donc, on voit bien le souci de ces hommes. On peut même parler d'une certaine humilité à l'égard de ces chevaliers. Il accepte les reproches faits par un simple chevalier, Pierre de Douai, qui l'accusa d'exposer inutilement sa vie en danger. Il ne proteste pas, même s'il entend des paroles critiques à son égard. Nous voyons donc enfin presque tout un ensemble de traits requis d'un seigneur féodal, mais il y a plus dans la chronique, à savoir son portrait ne comporte aucun trait négatif. Et les actes neutres qui doivent être mentionnés pour que la chronique enfin soit compréhensible, donc certains actes neutres, n'ayant apparemment que le caractère pragmatique, sont également présentés comme résultat de la bonne volonté de l'empereur et de sa conformité
aux obligations du prince féodal. Par exemple, lors de cette campagne militaire, enfin, Henri commence à manquer d'argent, la situation devient un petit peu gênante puisque les troupes mercenaires sont sur le point de se révolter. Tout d'un coup, l'argent arrive, mais la chronique dit, enfin, Henri pourra montrer sa générosité, tandis qu'en réalité, enfin, il a sauvé, grâce à cet argent-là, il a pu sauver son armée en danger. Mais, et encore une autre preuve, disons, de cette idéalisation, je dirais outrancière, certains actes, à vrai dire compromettants, sont présentés en faveur de l'empereur. Or, pressé par la faim et le froid à la porte de Salonique, Henri veut absolument entrer dans la ville, je viens de mentionner le passage, mais Hubert de Biendratre s'y oppose. Enfin, il pose la condition, l'armée pourra entrer dans Salonique, à condition que les Lombards gardent leur autonomie, qu'ils ne soient pas obligés de se soumettre à l'empereur Henri. Alors évidemment, Henri fait semblant d'accepter cette condition, mais dès le début, on sait très bien, et c'est dit dans le texte, qu'il était résolu à ne pas tenir la parole donnée. Donc, enfin, une trahison de loyauté, mais il est immédiatement déculpabilisé par les dignitaires des églises, comme dit le texte, les évêques et les archevêques de l'Ost, qui prennent sur eux le péché impérial. Alors, malgré le substrat évident de la réalité historique, la vérité déclarée dans la chronique est celle de l'idéal, et non de celle de sa réalisation nécessairement imparfaite, puisque relevant de la réalité. La chronique ne présente donc pas un personnage réel, mais l'empereur exemplaire, la figure de l'empereur chrétien idéal, la figure. Malgré le poids de la réalité qui est à l'origine de la chronique, malgré l'historicité des événements et des personnages, la vérité communiquée par la chronique n'est pas celle du monde tel qu'il était, mais du monde tel qu'il devait être et tel qu'il existait dans la mentalité collective du public. Suite à la mise en place de divers mécanismes discursifs, le réel s'éclipse et se fond dans l'exemplarité, la seule vraie. C'est la prégnance de ces représentations visibles dans de nombreux textes de l'époque. Enfin, ici, on peut généraliser un tout petit peu sans courir le risque enfin, de tomber dans le mensonge. Or, cette prégnance des représentations est ancrée dans la mentalité collective, explique le conservatisme idéologique de l'époque médiévale et cette imperméabilité au réalia que j'ai mentionné. Au fait, les caractéristiques de l'empereur sont parfaitement conformes à la définition du stéréotype. Et là, on peut faire référence à la définition de Walter Lippmann. Bien sûr, enfin, il a défini le stéréotype dans un autre contexte enfin, et avec une autre finalité, mais la définition demeure vraie. Le stéréotype, c'est une image simplifiée d'un fragment de la réalité que les hommes ont dans leur tête. C'est simple, mais quand même très juste. Évidemment, la force des stéréotypes entendus comme instrument déterminant la vision et la compréhension du monde est aisément perceptible à l'époque du Moyen-Âge.
il remplit, évidemment, en fait, ici, le Moyen-Âge nous sert un tout petit peu de laboratoire qui permet de voir un peu en agrandi ce phénomène, ce fonctionnement du stéréotype. Et il remplit la fonction cognitive primordiale qui permet d'appréhender le monde. Ce n'est pas l'observation de la réalité, mais enfin, c'est justement, on puise le savoir sur le monde dans ce qu'on sait déjà et non dans ce qu'on voit. Mais il ne s'agit donc pas de confronter le schéma préétabli avec la réalité, mais de ramener la réalité à ce schéma. Mais il y a encore une chose. En dehors de la simplification de la réalité que le stéréotype opère, bien entendu, il ne montre pas la réalité telle qu'elle est, mais comme nous l'avons vu dans le cas de la représentation de Henri, seulement enfin, certaines qualités en plus hyperbolisées, le stéréotype comporte aussi une évaluation de cette réalité qu'il présente, un jugement de valeur. De cette manière, le stéréotype donne accès à l'axiologie en vigueur dans une communauté linguistique et ou culturelle. C'est justement cet aspect axiologique, cette référence au monde des valeurs ancrées dans une communauté donnée qui détermine la force du stéréotype et rend possible la réalisation d'une autre fonction, à savoir, enfin d'une autre fonction indissociable de la fonction cognitive, à savoir celle de défense, qui permet aux membres de la communauté de se retrouver dans un monde connu, apprivoisé, familier, d'une part, et d'autre part, de rejeter toute nouveauté censée ébranler les certitudes, la vision du monde, les certitudes léguées par la tradition. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, le Moyen-Âge est une époque qui permet, évidemment là aussi, je dois faire une remarque, c'est que quand je parle du Moyen-Âge, je parle essentiellement du Moyen-Âge dit classique, enfin 12e, 13e siècle, parce que le Moyen-Âge, époque de longue durée, est une époque quand même qui évolue, qui change plus lentement, mais qui change. Et cette évolution qu'on peut observer déjà à l'époque, mais enfin surtout à la fin de l'époque, elle consiste à effriter les certitudes véhiculées par les legs du passé. L'évolution implique la prise en compte, en ligne de compte, de la réalité empirique et par le biais de la nouvelle, de cette réalité empirique, elle permet d'engendrer ou d'accepter de nouvelles idées suggérées par cette réalité. Pour me servir d'un exemple très simple, prenons le cas des guerres d'Italie, donc des guerres qui se déroulent au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance, lorsque l'armée française fait irruption enfin, en Italie, et enfin, malgré le succès, disons, mitigé de ces expéditions qui durent quand même plusieurs dizaines d'années, tout de même, enfin, la chevalerie française prend conscience des courants culturels présents en Italie. Il ramène des modes de toutes sortes, enfin, des modes artistiques, même vestimentaires, et des hommes, des grands artistes italiens, Léonard da Vinci en tête. Donc, le stéréotype perd de l'importance en tant que catégorie de penser et de connaître le monde, catégorie primordiale. Tout de même, les caractéristiques essentielles et ses fonctions, surtout la fonction de se reconnaître dans un monde familier et dans un monde, enfin, rempli de valeurs qui sont les nôtres, ne disparaît pas pour autant du stéréotype. On peut le retrouver même
même aujourd'hui, enfin dans nos pratiques quotidiennes. Donc, enfin, même si la définition reste valable, c'est disons, la portée du stéréotype qui diminue de plus en plus, mais pas entièrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu vous communiquer cet après-midi ou ce soir. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette présentation très riche. Et ainsi, tout de suite, je voudrais ouvrir le débat. Donc, j'attends vos questions et ou remarques. Donc, je ne sais pas si on m'entend. Oui. D'accord. Donc, j'ai une question par rapport à peut-être une théorie. Pardon, j'entends mal. Est-ce qu'on peut… On va essayer. Oui, essayez maintenant. Oui. Donc, j'ai une question qui concerne peut-être une théorie un petit peu alternative, que, bon, bien en effet, dans cette chronique, on ne voit pas d'échange ou même de motivation à faire ces échanges culturels ou des échanges d'idées. Mais ce qui me fait poser une question, c'est l'hypothèse que ceux qui voulaient vraiment participer à cet échange d'idées et à cet échange culturel seraient bien, par exemple, restés en Occident ou pardon en Orient. Par exemple, comme la principauté d'Antioche, etc., qui ont été établis et qui ont continué bien pendant la majorité du Moyen Âge. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, donc la question serait, est-ce que on a vraiment, est-ce vraiment le cas qu'il y ait une réticence à échanger des idées, ou est-ce le cas que ceux qui étaient réticents sont retournés en Europe alors que les personnes prédisposées à un échange d'idées, à une certaine flexibilité interculturelle serait restée, par exemple, aux alentours de la Terre Sainte. Oui, enfin, en ce qui concerne la période dont j'ai parlé tout à l'heure, les textes que j'ai étudiés, au moins ce texte-là, ne présentent pas des curieux, enfin, qui vont loin pour accueillir des idées, enfin, de nouvelles idées. Par exemple, les croisades. Enfin, les croisades, les pèlerins vont au Proche-Orient, en Terre Sainte, pour se confirmer dans leur foi, et non pour épouser une autre foi ou pour faire connaissance de la religion islamique. Il en va de même pour les croisés. Les croisés vont en Terre Sainte pour assurer la protection des pèlerins. Et donc, ils ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe autour d'eux. Et c'est pourquoi, justement, dans le cas de cette chronique que j'ai commentée brièvement, tous ceux, enfin, qui ne sont pas chrétiens sont des Sarrasins, Vlachs, Cumans, Arabes, enfin, on ne fait pas de différence. Donc, cette curiosité, sans doute elle existe, hein, sans doute elle existe, mais il me semble que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la façon de contourner cette curiosité et de ramener les nouvelles idées à ce qu'on sait déjà. Voilà, enfin, mais bien entendu, la question est tout à fait valable. Il faudrait voir un petit peu des cas exceptionnels, ça j'en suis sûr, des gens qui vont ailleurs, enfin, qui s'y installent, qui vivent avec les autres gens et qui embrassent de nouvelles idées.
Oui, merci. Une autre question, peut-être? Sinon, j'aurais une question, une remarque. Je dirais peut-être que s'il s'agit des stéréotypes, on n'est pas trop loin du Moyen Âge, parce que les recherches en analyse du discours montrent, par exemple, les recherches de Ruth Amossi, que le stéréotype est toujours un instrument argumentatif important en discours. Et ces recherches, l'analyse dans comme vous avez dit, dans d'autres termes, l'analyse dans les termes d'une analyse présuppositionnelle dans la lignée du pro. Donc, pour l'argumentation, on sous-tend ce qui est commun à notre communauté linguistique. Est-ce que vous voyez peut-être cette fonction argumentative du stéréotype dans les textes que vous analysez? Oui, bien entendu. En fait, tout d'abord, le concept de stéréotype a fait une carrière incroyable. En fait, on le retrouve un petit peu partout, en sciences de médias, en sociologie, en linguistique, en analyse de discours, aussi, qui est un domaine enfin qui se séparait, disons, de la linguistique. Et bien entendu, les deux fonctions que j'ai, enfin. Là, j'ai fait référence à Walter Lippmann qui a introduit ce terme, enfin, et ce concept. Évidemment, mais bien entendu, depuis, et il a parlé de la fonction cognitive, ensuite, enfin, on a ajouté cette fonction de défense, se retrouver dans le monde connu, grâce aux stéréotypes, on se retrouve dans un monde connu, mais évidemment, ce ne sont pas toutes les fonctions possibles de stéréotypes. Évidemment, stéréotypes comme argument, c'est parfaitement justifié, hein, afin de rendre son argumentation plus performante. Enfin, on s'adresse à quelque chose que tout le monde sait déjà. Évidemment, donc ça, c'est tout à fait. Enfin, et je suis absolument pour l'élargissement fonctionnel de cette notion qui a une valeur analytique, à mon avis, absolument primordiale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Sinon, j'aurais une autre question naïve cette fois-ci. À qui les chroniques médiévales étaient adressées? Qui était le destinataire? Évidemment, là, il faut faire la différence entre deux chroniques et deux langues. Enfin, il y avait des chroniques latines, mais ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont des chroniques en ancien français. Donc, enfin, surtout leur émergence au moment de la prise de Constantinople en 1204. C'est vraiment enfin une éclosion de chroniques en ancien français et qui, à mon avis, était destinée à des seigneurs, enfin, des seigneurs laïcs. Hein, parce qu'il y avait là, évidemment, dans le cas de cette chronique-là, enfin, que j'ai commentée, évidemment, il s'agissait de présenter ou de confirmer ou de raffirmer le modèle du seigneur féodal laïque, bien entendu. Donc, à mon avis, c'était ça, le public. Bien sûr, enfin, ces gens-là ne savaient pas lire, donc on leur lisait les chroniques, mais cette fonction didactique suggère qu'il s'agit de ce type de public. Et bien évidemment, ce n'est pas. Peut-être il y avait aussi d'autres
public, mais le public visé, à mon avis, c'est justement les seigneurs féodaux. D'accord. Oui, parce que ça influence le texte. Oui, bien entendu. Enfin, merci. D'autres questions? Je vous invite à poser les questions maintenant. Bon, peut-être une question un peu différente. Quel, serait-ce possible que une certaine approche chrétienne soit la cause d'un manque d'intérêt, d'exploration de cultures différentes? Surtout, ce que j'ai en tête, c'est le concept du paradis, et donc l'idée que, en effet, le royaume terrestre n'est pas vraiment quelque chose dont on devrait se concerner de façon excessive, et donc d'autres cultures qui sont pas liées à notre salut suprême sont sans aucun intérêt. Étant chrétien, enfin, je le dis au nom de mes personnages du Moyen-Âge, nous sommes chrétiens, nous sommes dans le vrai. Et tout est dit, tout est clair. Nous n'avons plus besoin, enfin, de chercher ailleurs et de nous poser des questions. Évidemment, ça va changer. Déjà à l'époque de la Renaissance, nous avons une réflexion sur d'autres cultures, d'autres religions. Mais à l'époque du Moyen Âge, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Nous sommes comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans le vrai, et notre religion répond à toutes les questions que nous pouvons nous poser et que nous pouvons poser à la réalité. Voilà. D'accord. Et pour revenir un peu au sujet de notre dernier séminaire, quelles étaient les sources des nouvelles idées au Moyen Âge? C'est une question très, très ouverte. Les sources de nouvelles idées, tout était dans l'écrit. Ouais. Tout était dans l'écrit. Enfin, donc on se référait à ce qui a été déjà écrit et ce qui a été traduit. Donc, enfin, nous avons le voyage, disons, des idées d'Aristote, par exemple, enfin, qui arrive en Occident par le biais des traductions arabes. Mais de toute façon, ce n'est pas la réalité empirique. Hein? Tout est dans les livres. D'ailleurs, il y a un très beau roman là, excusez-moi, je vais raconter une petite anecdote. Il y a un très beau roman de Paul Zumthor, un très grand médiéviste décédé il y a de nombreuses années,
intitulé La Traversée. Le roman qui raconte la traversée de Christophe Colomb vers l'Amérique. Et à un moment donné, il y a une sorte de discussion, même de querelle, entre les marins, enfin le capitaine qui observe le mouvement de la mer, les étoiles, enfin, pour indiquer le cas. Or, ces opinions sont opposées à des savants, entre guillemets, de l'expédition qui cherchent la direction de la traversée dans les livres. Et finalement, c'est leur avis qui est pris en compte, mais ce qui est le plus curieux, ils avaient raison. Ils avaient raison. Ils sont allés directement en Amérique. Oui, c'est très intéressant. Merci pour cette anecdote. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Je suppose que nos collègues derrière l'écran sont suffisamment fatigués par le Moyen-Âge, enfin, oui, pour continuer encore le… Oui, parce que pour les non-spécialistes, ça peut être un sujet un peu exotique, n'est-ce pas? Tout à fait, hein. Tout à fait. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vous remercie encore une fois pour votre intervention très riche et un grand merci à tout le public pour la participation. Et nous nous voyons pour notre prochain séminaire dans 2 semaines, le 17 novembre. Mais ce sera une séance spéciale qui se tiendra dans le cadre de la Semaine de la science française à l'Université de Varsovie, qui est une série d'événements organisés par le centre avec les partenaires. Donc, notre séminaire prendra forme d'une rencontre autour du dictionnaire encyclopédique La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945, avec la participation des rédactrices du tome, Johanna Nowitzki et Chantal Delsol, et 2 co-auteurs, Andrzej Leder et Georges Mink. Je vous invite chaleureusement à cet événement. En présentiel, j'espère, dans la salle 1.007, premier étage de ce bâtiment, et bien sûr sur Zoom. Merci pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de l'invitation et merci de votre patience. Bonne soirée à vous tous.